Bonjour à tous, absolument ravie de vous accueillir dans cette émission qui va être en direct pendant 1 heure. Mais vu qu'on a déjà reçu tellement de questions, je pense que ça va durer plutôt 1 heure et demie. On est accueillis au Conservatoire du Littoral et on est vraiment très contents. D'abord parce que vous êtes beaucoup de classes à vous être inscrites à cette émission. Donc on est vraiment ravis de voir que le littoral et la protection du littoral vous intéressent autant. Alors, pour m'accompagner pendant toute cette durée d'émission, je suis très bien entourée. Alors d'abord, je vous présente Tatiana Fuentes Rodriguez, qui est garde du littoral, mais elle a aussi plein de choses en même temps, plongeuse professionnelle, elle a passé du temps dans les terres australes, elle sait faire plein de choses, elle est absolument passionnante, vous allez voir, c'est une merveille. Et aussi Alain Brondeau, qui est responsable de tout l'outre-mer au Conservatoire du Littoral. Alors, ce sont toujours des personnes qui m'énervent un petit peu parce que leurs bureaux sont magnifiques. Alors, entre Tatiana, dont le bureau est en pleine Camargue, donc qui profite d'une nature sublissime en permanence, et Alain, qui passe son temps à La Réunion, en Martinique, Guadeloupe, etc. Bon, autant vous dire qu'ils ont beaucoup de chance, mais de fait, ils ont des choses merveilleuses à vous raconter. Alors, comment va se dérouler cette émission? C'est très simple. Alors déjà, merci pour tous les bonjours que je vois qui apparaissent. On a le Morbihan qui est là, on a Main, on a Pierrefitte, enfin bon bref, on a une avalanche de bonjours qui arrive, donc je ne peux pas dire bonjour à tout le monde, je suis désolée. Mais voilà, merci en tout cas pour tous vos petits mots, ça nous va absolument chaud, ça nous fait chaud au cœur. Alors, comment va se dérouler cette émission? N'oubliez pas qu'on va vous projeter beaucoup de photos. À la fin, vous allez avoir 3 très jolies vidéos qui font rêver. Et puis pendant tout le temps de l'émission, sur la partie où d'ailleurs vous êtes en train de nous dire bonjour, vous pouvez poser des questions. Ces questions vont apparaître au fur et à mesure. Alors comme on sait qu'il y en a déjà beaucoup qui nous attendent, il y a 2 personnes qui sont dans la salle avec nous et qui vont regrouper les questions qui se ressemblent de manière à ce qu'on puisse en traiter le plus possible. Donc je ne pourrais pas toujours remercier telle ou telle école pour sa question. Je suis désolée, on va essayer de regrouper pour répondre au plus de questions possibles. Bon, alors voilà ce que je vous propose en tout cas. On va commencer cette émission par un petit voyage qui va être tout le long des côtes, tout le long du littoral de France. Et vous allez bien suivre tout ce qui se fait. Et je vais vous laisser profiter de ce moment-là. Voilà, on vous a fait faire ce petit tour de France, à la fois dans la France métropolitaine, mais aussi en Outre-mer, parce qu'on voulait que vous puissiez voir à quel point les côtes étaient variées. Alors, je me retourne vers vous, bien entendu. Alors, on a plein de questions d'ailleurs à ce sujet. Ah, bonjour, c'est trop beau. Bah oui, merci à Rochefort. C'est vrai que le littoral est magnifique et c'est certainement vous n'allez certainement pas me contredire. Alors, je voudrais qu'on commence par qu'est-ce qu'on appelle le littoral? C'est quoi le littoral en fait? Alors, si je peux prendre la parole, donc pour faire très simple, le littoral, c'est la zone de contact, de connexion entre la mer et la terre. Donc cette zone,
elle va être plus étendue ou moins, ça dépend s'il y a des marécages, s'il y a un delta. Donc, on va pouvoir appeler le littoral jusqu'à plusieurs kilomètres au-delà de la plage. Donc, il ne faut pas considérer le littoral juste la plage. D'accord, super. Voilà. Alain? Et puis c'est une zone où il y a des échanges entre la terre et la mer. Des espèces qui viennent de la terre qui vont se nourrir en mer, ou des espèces qui se nourrissent en mer qui viennent nidifier, faire leur nid près de la côte. Et puis c'est une zone aussi d'échange entre les hommes, puisque c'est des zones qui permettent de partir naviguer sur la mer et d'aller échanger avec des pays plus loin. Donc c'est une zone qu'on appelle une ligne d'interface et des zones où on échange beaucoup. Alors, quelle est la particularité de la France? On va vous projeter une carte, la carte du monde. Donc, le littoral français, il a quoi comme particularité? Le littoral français, il est très riche parce qu'il est très étendu déjà, hein, on a un assez grand pays, et parce que la France, elle a cette particularité, on le voit bien sur la carte, d'être présente sur tous les océans, tous les continents. Il y a la France en Europe, la France continentale qu'on connaît bien, et ça fait déjà plus de 5000 km de côte, c'est déjà énorme, mais il y a aussi des territoires d'outre-mer un peu partout dans l'océan Indien, l'océan Atlantique, le Pacifique et même dans l'océan Antarctique. Et donc avec tous ces territoires en outre-mer, la France, elle a un espace maritime qui est gigantesque. C'est le deuxième plus grand du monde. Donc la France, elle a un rôle très important pour protéger le littoral mondial, puisque c'est une grande puissance maritime. D'accord, super. Alors, on a une première question qu'on va prendre de l'école François Aragon. Bonjour, comment sont définies les limites du littoral? Alors, comment sont définies ces limites? Je vous écoute. Il n'y a pas vraiment de limite, justement. Le littoral, c'est une zone un petit peu floue. Comme on a dit, c'est la zone de contact entre la terre et la mer. Puis la mer, elle avance, elle recule. Donc, c'est une bande où on va observer. Puis des endroits, elle va être assez mince. S'il y a des falaises, par exemple, la mer, elle s'arrête assez brutalement. Et puis quand c'est beaucoup plus plat, la mer va pouvoir avancer beaucoup plus loin. Donc on va observer les zones où la mer va encore influencer la terre avec de l'eau salée sous le sol. On va observer la végétation pour voir jusqu'où on trouve des choses qui sont liées à la présence de la mer. Donc il n'y a pas une limite avec un trait bien net, c'est plutôt comme si on avait gommé avec le doigt la limite de la mer. D'accord, ouais. Je pourrais ajouter que la limite du littoral, elle est changeante. Il n'y a pas une limite qui a été prédéfinie et qui va rester telle qu'elle. On avance avec cette limite. Il y a des endroits où le littoral va s'étendre, des endroits où il va plutôt rétrécir. Donc c'est changeant, c'est la nature. Alors ça c'est super intéressant parce que vous êtes en train de dire que finalement la côte, elle bouge, elle peut rétrécir et elle peut augmenter, c'est ça? La côte est vivante. Ah, c'est très beau. Voilà. Elle a toujours bougé, en fait. Alors plus ou moins vite selon les endroits, mais si on regarde très longtemps en arrière, il y a des millions d'années, on pouvait aller en Angleterre à pied. C'était pas une île, donc voilà, la mer était beaucoup plus basse qu'aujourd'hui. Et puis à d'autres périodes, au contraire, il y avait la mer jusqu'à Paris. Donc ça, si on regarde très loin en arrière, et même si on regarde un peu moins loin en arrière, ça continue de bouger, parfois d'1 mètre ou plusieurs mètres par an à certains endroits, même de plusieurs centaines de mètres des fois par an dans les cas les plus extrêmes. Donc la côte, elle bouge tout le temps, et même des falaises qu'on croit complètement immobiles, qui ont toujours été là, en fait, elles reculent elles aussi, elles peuvent bouger elles aussi. D'accord, donc c'est super intéressant de découvrir, de se dire que le littoral, il est vivant, il est presque en train de respirer, quoi. C'est comme ça qu'il faut le concevoir. Super. Alors, on va prendre une autre question. Quel est le rôle des vagues dans la vie du littoral? C'est une question de Pierre Fitte. Comment la végétation pousse-t-elle à travers le sable? Alors, on va déjà prendre le premier bout de la question. Quel est le rôle des vagues dans la vie du littoral? Alors, si on considère que le littoral est vivant, les vagues, c'est la respiration. Donc les vagues font respirer ce littoral. Donc c'est le va-et-vient. Donc c'est ce qui construit, c'est ce qui détruit avec le reste des éléments, bien sûr, avec le vent qui est très important sur le littoral. Donc les vagues, c'est ce qui vont nous amener aussi cette biodiversité, donc à des endroits où elles sont plus pressantes, selon le type des marées aussi. Donc pour nous, c'est important de savoir le type de vague qu'on a aussi. Donc il va y avoir des vagues plus souvent, moins souvent. On va avoir des différents types de marées. Donc ça, pour nous, c'est la vie en fait.
Et donc c'est vraiment ce lien étroit qu'il va y avoir entre la terre et la mer qui fait que tout cela va constituer un littoral un peu particulier. Elles vont construire le littoral, elles vont amener du sable à certains endroits, en enlever à d'autres, le déplacer selon les moments. Et donc elles vont contribuer à former ou déformer ce littoral en permanence, les vagues. Super, super. Alors on va prendre une autre question. Quelle bande littorale de la France, ça c'est à Jaumont si je lis bien, ou Jeumont, je ne vois pas très bien, quelle bande littorale de la France bouge le plus? Ah, pas facile, c'est une colle peut-être. Alors déjà, ça dépend peut-être des années. Il y a des années où il y a des tempêtes à certains endroits où ça bouge beaucoup plus vite. Sinon, je pense qu'en dehors de ces périodes de tempêtes particulières, je pense que près de chez Tatiana, en Camargue, ça bouge beaucoup, ça bouge énormément. Ça fait partie des endroits les plus rapides. Ouais. On peut croire que c'est la côte atlantique ou même les dom-toms, sincèrement, quand il y a des tempêtes, justement, ça bouge beaucoup et très vite. Mais en Camargue, on a des extensions de plage de 25 km de sable que d'un coup, là où il y avait une pointe de sable, elle n'y est plus, et hop, elle se réforme. On la voit quelques années après, qu'elle est en train de se réformer en face. Tu parles de 25 km de plage, oui. Qui peuvent disparaître? Oui. Ils peuvent bouger. Ils peuvent être déplacés d'un côté vers l'autre du golfe. Ah voilà. Oui, donc c'est énorme. Là, on parle de choses qui... Voilà. D'accord. Et qu'on voit. Et qu'on voit en 5 ans, 3 ans, voilà. On le voit. Pour aller un peu en outre-mer, en Guyane, où on est dans une zone de record aussi, on voit effectivement des fois le littoral et puis la mangrove qui s'installe sur le littoral. Je pense qu'on en verra quelques photos après, qui peut avancer pendant quelques années et avancer sur 2, 3, 4 km dans la mer. Et puis tout d'un coup, en un an, reculer de nouveau de 4 km et se déformer comme ça, comme un serpent un petit peu le long de la Guyane. Oui, donc c'est vraiment important de se dire que le littoral, ce n'est pas quelque chose, un paysage qui est immuable, figé, voilà, c'est-à-dire qu'il bouge beaucoup et ça c'est important comme notion à faire comprendre. Ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, ok, super. On va avancer un petit peu. On a des... Alors, on va prendre une autre question avant d'avancer. À quoi servent les algues? Alors, à quoi servent les algues? En tant que plongeur, je vais quand même répondre à ça. Ah ben voilà. Ouais. Donc, les algues servent à beaucoup de choses. À quoi ils nous servent aux humains, au littoral, que les humains on utilise? Ça va surtout nous servir à arrêter les grandes marées. Donc, quand on peut penser grande marée, on peut penser de suite, par exemple, à un tsunami. Si on n'a pas des algues qui arrêtent ça, cet élan de l'eau, ça va être encore plus fort. Les algues, c'est comme si on a un arbre en face de la maison qui nous arrête le vent. Donc voilà, ils nous aident. On est à l'abri grâce aux algues par rapport à la force des vagues, comme on parlait tout à l'heure. Si on parle en termes de biodiversité, alors les algues, c'est la forêt. C'est là où les poissons vont venir pondre ses œufs, c'est là où ils vont venir se cacher, où les prédateurs vont venir se nourrir. Donc c'est vraiment un écosystème, les algues. Chaque type d'algue en soi, et puis ils forment une forêt quand elles sont toutes ensemble. Donc c'est important de protéger le littoral, et c'est important de protéger le littoral qu'on ne voit pas, donc sous l'eau, justement, parce que les algues, elles vont nous donner aussi cet oxygène dans l'océan qui est si important en fait. Super, super. On continue. Alors, il y a des choses qui ont changé. Le littoral, alors d'un point de vue naturel, vous venez de nous expliquer que il bougeait, il se déplaçait, il avançait, il reculait, etc. Il y a des choses aussi qui ont changé sur le littoral. Et on va commencer à regarder des photos et j'aimerais bien que vous les commentiez. Donc, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a changé au fil des années et peut-être de plus en plus rapidement sur le littoral? Alors, Alain, raconte-nous sur ce cap d'Antifer parce que tu nous as raconté des choses tout à l'heure qui étaient passionnantes. Alors, ce qu'on voit sur ce cap d'Antifer, là, ces grosses cuves qu'on voit, c'est des cuves pour stocker du pétrole. Et là, c'est un port qui sert à accueillir des énormes pétroliers, donc des bateaux qui transportent des énormes quantités de pétrole, des bateaux qui font un demi-kilomètre de long. Comme si on mettait 5 terrains de foot l'un derrière l'autre. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, forcément, on l'aménage sur le littoral parce que ça arrive par bateau, et puis ça sert à alimenter notamment toutes nos voitures qui roulent avec de l'essence. Et on a construit des infrastructures comme ça, des ports ou des usines de plus en plus grosses sur le littoral, alors qu'évidemment, par le passé, c'était des tout petits ports de pêche, c'était des petites choses. Maintenant, on a des choses beaucoup plus importantes et beaucoup plus lourdes. Alors si on regarde les autres photos,
Qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, tout ça, là, on va regarder une succession de photos où on voit quoi, alors? C'est un phénomène de cabanonisation, c'est une intrusion de l'homme sur un espace naturel, en fait. Donc, c'est ce type de choses que, normalement, vont évoluer quand le Conservatoire du littoral va mettre la main dessus. Ouais. Parce que pendant longtemps, en fait, les hommes ne s'installaient pas trop sur le littoral. Il y avait les pêcheurs, les gens qui produisaient du sel parce qu'ils avaient vraiment besoin d'être juste à côté de la mer pour leur activité, les ports qui étaient sur le littoral, et puis sinon le reste était plutôt à l'arrière parce que justement le littoral c'est des zones où ça bouge, où c'était pas forcément très conseillé de s'installer. Et puis il y a une centaine d'années à peu près, on a commencé à aimer aller sur le littoral pour le plaisir, pour aller au bain de mer, pour aller à la plage. Aujourd'hui ça nous paraît habituel parce qu'on est nombreux, je pense qu'il y a beaucoup des enfants qui nous regardent qui sont allés un jour en vacances à la plage, mais ça ne se faisait pas avant. Et donc quand on a commencé à aller de plus en plus en vacances auprès de la mer, on a construit beaucoup plus d'hôtels, de maisons, et on a commencé à faire ce qu'on appelle le bétonnage du littoral, et à construire des villes, des nouvelles villes qui sont construites très très vite. Au bord de la mer. Oui, parce que là, l'objectif, c'est, quand on voit les images, ce sont vraiment des habitations qui sont mais au bord, le plus au bord possible. Je pourrais dire qu'au fil du temps, c'est passé d'habiter près de la mer, c'est pour travailler, à habiter près de la mer, c'est pour les vacances. Donc ça a été ça le concept qui a changé. Et donc, d'un coup, ça ne nous dérange plus tous les événements climatiques, parce que, bon, à côté de la mer, on n'est pas toujours, c'est pas toujours agréable, mais on y reste quand même. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui habitent sur la bande littorale qu'ailleurs. Il y a 4 fois plus de gens qui habitent sur les communes qui sont en bord de mer que sur celles qui sont à l'intérieur des terres. Voilà. Et ça, c'est pas qu'en France, c'est dans le monde entier. La moitié de la population dans le monde habite près des côtes. Et dans 15 ans, ce sera peut-être les 3/4. Oui, donc ça, c'est vraiment des données très, très importantes. Il y a déjà beaucoup de monde et il y en a de plus en plus, ça continue. De plus en plus, les gens vont s'installer au bord de la mer. Mais en quoi c'est grave que les gens veuillent s'installer au bord de la mer? C'est-à-dire que le littoral, il a quoi de particulier? Vous nous avez expliqué que c'était une zone de rencontre entre la terre et la mer, mais est-ce que c'est un milieu naturel qui est un peu plus fragile que d'autres? Ou qu'est-ce que vous diriez justement là-dessus? Alors, l'espace naturel qui se trouve tout autour de notre littoral, il est très sensible. Il est sensible parce que déjà, il supporte donc l'érosion de la mer, il supporte tout ce qu'on a dit, les événements climatiques auparavant, et en plus, on lui rajoute un effort supplémentaire qui va être la présence de l'homme, l'action de l'homme, l'usage que l'homme il fait de cet espace, sans réfléchir à qu'est-ce que ça peut donner après. Donc le problème c'est qu'il y a de plus en plus de monde près des côtes. C'est normal, ça se normalise parce que justement on a parlé tout à l'heure des espaces de communication, c'est de là que ça vient aussi. Et le problème est qu'on bétonise encore plus et on ne s'arrête pas en fait. Oui. Et donc finalement ce mouvement dont vous parliez, si on met du béton dessus, il n'existe plus, les côtes ne peuvent plus bouger, c'est ça? Une fois qu'on a installé des maisons, des hôtels, etc., très près de la mer, évidemment, quand le littoral il va chercher à bouger naturellement, on va vouloir l'empêcher de faire. Parce qu'on ne veut pas, évidemment, voir sa maison tomber dans l'eau. Donc ça va poser effectivement des problèmes. Et puis le littoral, le fait de tout mettre en masse sur le littoral, ça pose des problèmes. Parce que la mer, il y a des milliers de kilomètres devant, la terre, des milliers de kilomètres derrière. Mais le littoral lui-même, c'est quelques centaines de mètres, des fois quelques dizaines. C'est tout petit, cette zone très spéciale. Et si c'est là, justement, qu'on met toutes les constructions, on aura vite fait tout disparaître. Alors on va lancer un petit sondage avant de répondre à des dizaines de questions que je vois arriver. Alors, voilà le petit sondage qu'on vous propose. Quelle part des côtes françaises est construite? Vous diriez que c'est le quart qui est construit, le tiers qui est construit ou la moitié qui est construite? Voilà, vous n'avez pas très très longtemps pour répondre à ce petit sondage. Vous répondez dans l'espace où vous posez les questions. Et puis pendant ce temps-là, nous, on va prendre d'autres questions. Alors, on a des pourcentages qui arrivent tout de suite, et qui ne changent d'ailleurs pas trop. 67% pensent que c'est 75%, 78%, 82%, je ne suis pas tellement, les chiffres vont vite, pensent que c'est la moitié des côtes françaises qui est construite. Alors, raison ou pas raison?
Ils ont raison. Bravo. Ils ont raison. Je pense qu'ils ont bien travaillé à l'école, tous ces enfants. Oui. Merci les enseignants. Il y a un peu plus de 5000 km, entre 5 et 6000 km de côtes en France, en tout cas en France métropolitaine, et 2800 qui sont aujourd'hui construits, donc on va dire ce qu'on appelle urbanisés, donc avec du béton, des choses en dur. Et donc il n'en reste que la moitié qui sont encore soit sauvages, naturels, soit cultivés, agricoles. Alors, on va prendre quelques questions et puis après on va justement s'interroger sur le rôle du conservatoire. Alors, on prend quelques questions. Que se passerait-il s'il n'y avait plus d'algues? On va revenir sur notre histoire d'algues de tout à l'heure. Donc, que se passerait-il s'il n'y avait plus d'algues, Tatiana? Alors, s'il n'y avait plus d'algues, donc ces phénomènes de marée et des courants arriveraient avec beaucoup plus de force sur nos plages. Donc ça que serait une érosion maritime qui affecterait directement à l'homme et au littoral, mais dans un délai très court, un délai que vous pourriez voir en fait. C'est les algues qui vont nous faire le pare-choc de ces courants, et puis ça serait une catastrophe naturelle pour tous les habitants de la mer. On pense aux poissons, mais il faut penser aux crustacés, il faut penser à tous ces petits habitants de la mer qu'on ne voit pas. Donc ça serait vraiment une catastrophe. Donc les algues sont super importantes. Alors une question de Le Fossard, comment se forment les marées? C'est un peu technique ça. Hein. Alors Alain, c'est Alain qui y va. On va essayer de expliquer le phénomène. Mais autour de la Terre, il y a la Lune qui tourne, et la Terre qui tourne sur elle-même, et il y a la Lune qui tourne autour sur la Terre. Et la Lune attire les masses d'eau, attire toute l'eau des océans vers elle. Voilà. Donc, comme la Terre tourne, et ben, quand l'eau arrive en face de la Lune, ça l'attire, et puis ensuite, au contraire, ça la repousse. Un peu comme un aimant qui tournerait. Donc, c'est la position de la Lune et de la Terre qui attire l'eau et qui, après, la laisse retomber 2 fois par jour. Voilà, super. Bon, bah ça a été très, très simple. On va prendre peut-être d'autres questions. Mais bon, on va enchaîner. Je voudrais quand même juste savoir que tout à l'heure, vous expliquiez donc on a compris qu'il y avait la moitié de la France qui était bétonisée, urbanisée, moitié du littoral qui était bétonisé. Quel est le rôle du Conservatoire du littoral, justement ? Alors, le conservatoire, il veut empêcher que l'autre moitié continue à se faire bétoniser. Et donc, il cherche, lui, à protéger la partie naturelle de ce littoral. Alors, comment il le fait? Voilà. Il y aurait plusieurs façons de faire. On pourrait dire qu'il suffit de mettre une loi qui dit c'est interdit de bétonner l'autre moitié, et puis c'est terminé. Alors, cette loi, elle existe un petit peu, ça s'appelle la loi du littoral. Elle a plus de 35 ans maintenant. Mais ça ne suffit pas forcément, les lois. Puis les gens n'aiment pas trop qu'on leur interdise des choses. Donc, le conservateur du littoral, lui, il agit un petit peu autrement. Pour empêcher de bétonner le littoral, il achète des terrains sur le littoral. Donc, depuis 45 ans, il va voir des propriétaires de terrains sur le littoral et puis essayer de les acheter petit à petit. Et une fois qu'il les a achetés, là, ils sont protégés pour toujours. On ne va plus construire dessus, on ne va pas les bétonner. Plus construire du tout dessus, on ne va pas les bétonner. Éventuellement, on va les réparer s'ils ont été abîmés par le passé, ce qui arrive souvent. On les remet en bon état. Et puis surtout, une fois qu'on les a achetés, ils ne sont pas au conservatoire du littoral, ces terrains. Ils sont à tout le monde. On les achète et on les redonne pour que n'importe qui puisse y aller, vous, moi, tout le monde a le droit d'y aller sur ces terrains-là pour partager ce qu'il y a dessus. Alors évidemment, quand c'est fragile, on fait attention, on ne va pas n'importe où, mais on les partage avec toute la population. Super. Alors, il y a une petite question. Est-ce que des îles comme Porquerolles étaient accrochées au littoral? Vous savez ça? Alors, oui. Il y a très longtemps, forcément. C'est ça. Voilà, oui. Quand le niveau de la mer était plus bas, quand il faisait beaucoup plus froid sur Terre et qu'il y avait des énormes glaciers, le niveau de la mer était plus bas de plusieurs dizaines de mètres par rapport à aujourd'hui. Et oui, Porquerolles, on pouvait y aller à pied, c'était pas une île. La Corse aussi, l'Angleterre aussi. Oui, pas le plein. Alors, une petite question sur une des photos qu'on a vues. Est-ce que la bande noire en Guadeloupe, c'était des algues ? Alors, je pense que c'était pas la bande noire, c'était ce qui était certainement la laisse de mer probablement. Maintenant, il y a effectivement en Guadeloupe, parce qu'on a beaucoup en Guadeloupe, aux Antilles depuis quelques années, et pas qu'en Guadeloupe, c'est les algues sargasses qui viennent s'échouer. Alors là, c'est des algues qui viennent massivement. Celles-là, elles ne restent pas dans la mer et elles se retrouvent sur la plage.
elle se décompose, ça peut faire des dégâts parce que ça peut avoir dégager des gaz un peu toxiques. Et c'est un phénomène qui est assez nouveau, qui est peut-être lié au réchauffement climatique. Voilà. Alors je pense que celle qu'on voyait sur la photo, ça devait être simplement la laisse de mer habituelle, c'est-à-dire des petites algues, effectivement. Alors, on a une question de Chloé de l'école de Saint-Cyr. Pourquoi tous les littoraux ne sont pas formés de sable? Alors, ça dépend comment c'est la géologie de l'espace. Donc, s'il va y avoir des falaises, donc les marées vont avoir plus de mal à laisser du sable sur ces espaces. Et où est-ce qu'on trouve du sable facilement? Par exemple, les grandes plages de sable, c'est dans les deltas. Parce que les fleuves vont apporter aussi ce sable. Le sable, il ne vient pas que de la mer. Le sable, c'est des cailloux, de la roche qui est fait poudre. Oui. Et donc, ces micro-pierres précieuses, elles vont être un peu éparpillées partout. Bien sûr, si les marées se retrouvent contre une falaise rocheuse, ils ne vont pas pouvoir les laisser là. Donc, c'est dans les deltas qu'elles vont s'étendre et dans des zones plus basses. Ouais, super, voilà. super. Alors, on a vu beaucoup, là, on est en train de regarder des photos en même temps de toute la biodiversité, enfin pas toute, parce que c'était impossible de mettre toute la biodiversité qui existe, les espèces animales et végétales qui peuvent exister sur les littoraux. C'était juste impossible, on aurait pu faire un film entier. Une jolie question de Lucia. Combien d'espèces animales dénombre-t-on sur le littoral? Vous le savez ça? Alors, d'espèces animales sur le littoral, si on parle du littoral français, on parle des milliers. Pourquoi? Parce qu'on parle, là, on voit des photos d'oiseaux surtout, parce que c'est des grands usagers du littoral, parce que c'est migrateurs, c'est des grands migrateurs. Donc, le nombre d'espèces, il n'y a pas seulement ce qu'il y a dans la métropole, c'est aussi tout ce qui bouge dans les autres pays. Donc, il y a des oiseaux qui habitent que dans la mer, qui est au milieu de l'océan, qui vont venir une fois par an juste visiter le littoral pour pondre et pour se reproduire. Et donc, ces oiseaux, ils font partie du littoral. On ne peut pas ne pas les compter. Donc, comme les oiseaux, il va y avoir des poissons, il va y avoir plein d'autres espèces. Donc, les dénombrer, ça serait très difficile. Petite question, alors vous passez combien de temps en mer ou sur les océans, tous les deux? Alors moi, je passe pas beaucoup de temps en mer, par-dessus la mer pour aller en outre-mer, mais c'est vrai qu'au conservatoire, on s'occupe plutôt du côté terre du littoral, donc on est assez peu sur la mer, mais il y a certains endroits où on a des îles par exemple, des petits îlots où on va en mer, mais voilà, c'est pas le plus fréquent. Alors, je vous ai expliqué que Tatiana avait passé du temps dans les terres australes, hein, donc là où il fait quand même pas très très chaud, hein, il fait même plutôt froid. Toi, tu as passé du temps un peu sur J'ai passé du temps parce que si vous imaginez un peu la Terre, les terres australes, c'est au pôle sud. Donc, c'est au-delà de l'île de la Réunion, c'est encore plus au sud. Donc, pour y aller, on prend un bateau qui s'appelle le Marine Dufresne et on fait le tour des petites îles. Et donc, pour y aller à ma mission, j'ai mis 8 jours en mer, en pleine mer, donc c'est, voilà, sans aucune terre à la vue. Et pour le retour, c'est un mois en entier. Donc voilà. Et là, sur ce bateau, il n'y a pas que les gens qui vont sur les îles, il y a aussi des océanographes, donc des gens qui vont être là que pour étudier la mer. Et ce bateau, il est complètement équipé pour étudier la mer. Ouais. Donc voilà. Donc toi, tu as pu étudier la mer et c'est pour ça que tu plonges. Voilà, j'ai vu des images quand même où il y a même des manchots qui plongent en même temps. Ça, c'est extraordinaire. Une jolie question. Il y a plein de jolies questions. Vous avez beaucoup travaillé. Pourquoi y a-t-il moins de vagues en Méditerranée? Ouf, c'est pas facile ça. Alors, parce que la Méditerranée, c'est une mer qui est presque complètement fermée. Il y a juste le petit détroit de Gibraltar où ça communique avec l'océan. Donc, c'est pas un lac, mais c'est une mer qui est quand même beaucoup plus petite et qui n'y a pas, du coup, les vagues ne peuvent pas se former d'aussi loin et les vents ne viennent pas d'aussi loin que sur l'océan. Super, super. Que deviendra le littoral si on ne le protège pas? Ça, c'est une belle question. Alors, si on ne le protège pas et qu'on continue à le bétoniser, à l'utiliser comme on le fait jusqu'à maintenant, on va perdre tout ce qu'on a pu imaginer comme littoral.
Donc il deviendra des hôtels, mais qui d'ici quelques années seront sous l'eau. Donc c'est pas vraiment ça qu'on veut voir. Donc franchement, il vaut mieux le protéger pour ne pas savoir qu'est-ce qui viendra. Ouais. Je voudrais pas le voir, ça. Ouais. Il va s'appauvrir, en tout cas, c'est sûr, perdre beaucoup de la faune et de la flore qu'on voit en photo, qui ne pourront plus exister parce que ça ne poussera pas sur des digues de béton. Donc on va en perdre énormément sur la terre, dans la mer, des oiseaux qu'on voit passer sur le littoral. On ne les verra plus parce qu'ils n'auront plus d'endroit où s'alimenter. Et puis des zones, des constructions qui seront moins protégées qu'aujourd'hui parce qu'en fait elles sont protégées par des éléments de la nature et si on ne la laisse pas faire cette nature-là, elles seront moins protégées même demain qu'aujourd'hui. Donc voilà, ça va être un littoral beaucoup plus pauvre et certainement beaucoup moins agréable et intéressant qu'aujourd'hui si on ne le protège pas. En tout cas, ce ne sera plus un réservoir de biodiversité, c'est certain. Beaucoup moins. Ouais. Donc on a une jolie question aussi. Y a-t-il des espèces qui ne se trouvent que sur les sites du conservatoire ? Des espèces soit naturelles, soit végétales ou animales. Il y en a en Corse, un escargot en Corse qui n'existe que sur des terrains du conservatoire. Et puis je vais parler de ceux que je connais mieux. Il y a à La Réunion un petit lézard, il s'appelle le lézard vert de Manapani, qui est magnifique et qui est très rare. Et il n'existe qu'à La Réunion déjà, et que sur un terrain du conservatoire, à l'état sauvage en tout cas. Et il y a à peu près que 200 couples dans le monde, et ils sont là. Voilà. Ouais. Donc ça veut dire que si forcément ce terrain-là n'était pas protégé, cet animal disparaît. Il y a des rats, des chats, etc. qui le menacent. Donc si on n'intervient pas pour le protéger et qu'il disparaît du site, il disparaît de la planète et ça fera une espèce de moins sur Terre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Quels animaux, je continue avec les questions, quels animaux du littoral, donc c'est l'école Saint-Exupéry, pardon, quels animaux du littoral sont concernés et menacés par la pollution et la bétonisation du littoral ? Là, je pourrais dire que tous. En fait. Parce que dès qu'on touche à l'écosystème, à l'endroit où ils habitent, à leur maison, on touche tout le reste d'animaux parce que si on va faire une route le long de la plage, on peut même, sans se rendre compte, polluer la mer. Donc franchement, tous sont là-dedans en fait. Ouais, donc tout est lié bien entendu. C'est ça. Ouais. Pensez aux tortues de mer, elles viennent pondre sur la plage, sur le littoral. S'il n'y a plus de plage ou si on a mis un mur de béton en haut de la plage, là où elles doivent pondre normalement, on peut pondre et on ne les verra plus. Ouais, c'est ça, tout est lié. Comment vous convainquez les gens d'arrêter de polluer le littoral ? Alors montrant qu'est-ce que c'est la beauté d'un littoral non pollué. En fait, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure en vous montrant des photos magnifiques. C'est ça. C'est ça, ouais. Personne est revenu d'un endroit propre en disant qu'est-ce que c'était moche. Donc voilà. Super. Oui, c'est super. Super. Y a-t-il des... attendez, que je vois, à La Rochelle, si le littoral est en danger, les oiseaux le sont-ils aussi ? Se nourrissent-ils des algues ? Alors, vous avez déjà un peu répondu à ça, mais alors, donc, si le littoral est en danger, les oiseaux le sont-ils aussi ? Les oiseaux et même les populations d'oiseaux futures. Donc, on ne pense pas qu'aux oiseaux qu'on voit maintenant, on pense à ce qu'on n'aura pas après. Parce que ces oiseaux, ils se reproduisent sur le littoral. Donc, c'est là où ils vont avoir ces œufs. Donc, si on ne protège pas l'endroit où il y a les œufs d'oiseaux, où il y a les colonies, où il y a les poussins, ils ne vont pas être là après. Donc, on ne pourra pas les voir. Ils seront disparus. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, on a une question. Combien d'espèces végétales peut-on trouver sur les littoraux français ? Pareil, ça... Est-ce que vous avez... On va prendre un joker, on ne sait pas. Oui, en fait, personne ne sait, on ne les a pas toutes comptées déjà. Et puis, il y en a qu'on ne connaît pas. Déjà. Donc, c'est forcément des milliers, des dizaines de milliers, peut-être plus. Mais c'est absolument énorme. Alors, on a des bases de données. Donc, chaque agent du conservatoire du littoral va avoir une spécialisation et donc les botanistes, ils vont aller chercher ces plantes. Donc il y a des plantes qu'on découvre encore et encore. Donc tous les jours, on va découvrir pas forcément une espèce, mais une station d'une plante qui est protégée, d'un coup elle est là et on va faire le possible pour qu'elle puisse rester bien là où elle est. Donc on a la donnée, mais c'est tellement large, c'est tellement grand.
Alors, puisqu'on parle beaucoup de protection, et puis il y a des jolies questions, une question de Villeneuve-sur-Seine, quelles initiatives en tant qu'enfant on peut faire pour protéger le littoral ou pour alerter sur les dangers? Alors, ça va me faire une jolie transition. Tu vas répondre, Tatiana, et puis tu vas ensuite nous expliquer quel est ton métier. Alors, déjà, répondons à cette question. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'enfant? Déjà, allez-y, émerveillez-vous, utilisez-le, mais toujours en connaissance de cause. Donc, en sachant que là où vous êtes, c'est pas que du sable, c'est pas que de l'eau, c'est pas la mer qui est froide ou chaude ce jour-là, c'est aussi un environnement. C'est la maison de certains. Donc, c'est de la faune, c'est de la fleur, ces petites fleurs aux dunes, c'est la chance d'avoir des fleurs sur les dunes, la chance d'aller à une plage qui a des dunes. Donc ça aussi, il faut le voir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire déjà? Je crois que si vous vous rendez compte de où vous êtes, vous allez savoir quoi faire directement. Qu'est-ce que vous feriez pour le protéger à ces moments-là? Oui, pour qu'on continue à le voir encore et encore. Alors, ça. Tatiana, je t'ai présentée tout à l'heure en disant que tu étais garde du littoral. D'ailleurs, tu es dans ton uniforme de garde du littoral. Est-ce que tu peux nous expliquer, vous allez commencer à voir, à quoi sert un garde du littoral? Que fait-il? À quoi passes-tu ta journée, à part t'extasier sur la beauté de ton bureau en Camargue? Alors, comme on a bien dit, les gardes du littoral, donc, ils sont uniformisés comme ça. Vous allez les retrouver, approchez-vous à eux. Ils ont plein de choses à vous raconter. Et on va faire, par exemple, là, on voit sur les photos, et ils sont en train de chercher des poissons, en fait. Donc, on va faire des inventaires de la faune, des inventaires de la fleur. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a, dans quel état il est, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il aille mieux ou pour le conserver tel qu'est. Et on va faire des visites guidées avec les gens pour sensibiliser, pour les accueillir, pour leur montrer. On va faire aussi de la cartographie, donc on fait de l'ordinateur. Et c'est ça qui nous permet de savoir la richesse qu'on a. C'est grâce à ces réseaux de garde qu'on sait tout ce qu'on a partout. Donc on va faire, par exemple, là, on voit des sorties aussi avec les personnes un peu plus âgées qui n'ont pas eu cette chance d'avoir ça comme vous en ce moment-là. Et on va faire de la sensibilisation envers la chasse, la pêche, les sports de plaisir, le kitesurf et tout ça. Donc, on va leur montrer que là où ils sont, qu'est-ce qu'il y a pour qu'ils puissent se rendre compte de l'importance. On va aussi faire, là on voit une photo sur la gestion de l'eau. Donc, l'eau a besoin d'être gérée dans certains des domaines parce qu'on a bétonisé justement. Donc, on essaye de faire au plus près de ce que la nature aurait fait, et toujours en visant la biodiversité. On va faire tout simplement de belles balades, parce que c'est comme ça qu'on connaît nos sites, et c'est ça la richesse du Conservatoire du littoral, c'est connaître les sites et les donner en connaissance. Et là, c'est ce qu'on voit, c'est du contrôle, parce qu'on est aussi une grande majorité des polices de l'environnement, on va contrôler que tout se passe bien, pour le mieux de tous. D'accord. Et puis, vous faites aussi des choses avec les animaux. On va voir. Alors là, tu es en train d'expliquer. Voilà. Là, on va aussi voir la qualité qu'il y a dans l'eau. Oui. Donc, on regarde les facteurs physico-chimiques. Donc, si l'eau est plus salée, moins salée, s'il y a des polluants, s'il n'y en a pas, pour savoir où est-ce qu'on est toujours dans la connaissance et pouvoir faire quelque chose. Et puis alors là, qu'est-ce qui se passe là? Là, c'est une petite panure, donc c'est un oiseau et il est bagué. Regardez ses pattes. Voilà, c'est du bagage ornithologique. Là, c'est de la connaissance pure. On cherche à connaître le maximum sur cette espèce pour pouvoir la protéger, pour pouvoir lui assurer un bon futur. Donc, j'espère que tout le monde a compris que maintenant, quand on va faire une promenade sur le littoral, on cherche un garde du littoral qui connaît tout du lieu en fait où on se trouve et qui va pouvoir vous faire partager la passion et la curiosité du lieu. En tout cas, c'est vraiment fondamental. Alors, on va prendre plein de questions parce que j'en ai plein là. Comment peut-on protéger le littoral? Vous avez déjà un petit peu répondu, mais je pense que ça mérite peut-être d'être dit et redit. Alors, comment on peut le protéger? Déjà en respectant des règles. Voilà, si vous allez vous promener sur le littoral et si vous avez la chance d'être avec un garde, il vous expliquera les règles. Sinon, souvent, il y a des petits panneaux qui vous expliquent qu'il faut rester, par exemple, sur les chemins.
Ça a l'air tout bête, c'est pas pour embêter les gens qu'on leur dit rester sur les chemins, mais parce que si on sort du chemin, on va piétiner, on va arracher les plantes, et puis s'il n'y a plus de plantes sur le sable, le sable il va s'envoler, la dune va s'en aller, et le littoral va reculer par exemple. Donc ça c'est la première chose qu'on peut faire, effectivement, c'est lorsqu'on y est, respecter les règles. De toute façon, quand on va au spectacle, on ne fait pas n'importe quoi, on ne parle pas fort, on n'allume pas la lumière. Quand on va au spectacle de la nature sur le littoral, il y a aussi quelques règles à respecter pour que tout se passe bien. Ça c'est la première chose. En tout cas, vraiment prendre conscience que la plus petite plante qui a le courage de s'installer sur une dune, et elle a un rôle en fait, voilà. Elle fait quelque chose, que n'importe quoi, tout ce que l'on trouve a quand même un rôle fondamental de protection en fait du littoral. Superbe. Alors une question, y a-t-il des gardes sur tous les littoraux français? Oui. Y a-t-il des gardes sur tous les littoraux français? Parce que sur tous les littoraux, il y a la représentation du conservatoire du littoral. Donc, chaque espace du conservatoire du littoral a un garde ou un agent du littoral. D'accord. Voilà, donc il y a des endroits où il y a des centres d'accueil. Donc, les gardes sont dedans. Super, super. Voilà. On commence à voir comment peut-on participer à un ramassage de déchets sur le littoral? Alors, il y a parfois des écoles qui en organisent, parfois des associations, parfois des communes qui en organisent. Après, on peut aussi de soi-même décider d'aller ramasser à chaque fois qu'on vient, on voit quelques bouteilles qui traînent. Bon, si chaque visiteur enlève quelques bouteilles, imaginez-vous ce que ça peut faire. Sur les terrains du conservatoire du littoral, il y a à peu près 50 millions de personnes qui viennent chaque année. Ah oui. Si chacun ramenait une bouteille ou deux, un déchet ou deux, vous imaginez ce que ça fait à la fin, ouais. Ça ferait un effet énorme. Donc ouais. Voilà, on peut agir soit tout seul, soit en groupe. Voilà, c'est souvent des associations qui organisent ce genre de ramassage. Puis les gestionnaires, on est heureux s'il y a un groupe qui vient et qui nous dit on aurait un temps disponible, est-ce qu'on peut vous aider à quelque chose? On va tout de suite trouver une façon de faire une animation, donc on leur expliquera et après ils peuvent faire son ramassage, on expliquera où il y a les points de tri de ces déchets, donc on est toujours preneur. Voilà, donc si vous avez un projet, c'est facile, vous allez voir un garde du littoral et il vous dira comment faire une action intéressante pour le littoral. Alors, pourquoi, attendez, j'en ai partout, pourquoi on met des bagues sur les oiseaux et comment on sait qu'ils vont dans d'autres pays? Alors, ça, c'est très intéressant. Pourquoi on met des bagues? On met des bagues parce qu'on ne peut pas, pour ces petits oiseaux, leur mettre des GPS. J'imagine que vous avez déjà compris comment ça marche un GPS. Donc, on le met sur le dos d'un oiseau ou sur un téléphone de quelqu'un. On marche et on sait où on est. Pour les tout petits, on n'a pas encore, ça va venir, développé des GPS. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça dans tous les pays du monde, le maximum possible, sur des espèces ciblées. Donc, on va chercher une espèce ou une autre, mais on va baguer tout ce qui tombe aussi dans les pièges, parce que c'est de la donnée. Donc, on met une petite bague autour de la patte de l'oiseau. Cet oiseau, il va voyager ou pas, ou il va rester à 20 km ou à 100 mètres. Donc, ça, c'est de la donnée aussi. Et on va la voir, en fait, parce que, si vous voyez, ces bagues sont en couleur, là. Donc, c'est un code couleur. Chaque oiseau va avoir un code couleur différent, qu'on va savoir que c'est lui. Et par exemple, je peux lire, si vous regardez les grands, on va parler des plus gros oiseaux, hein, c'est plus simple, si on regarde un flamant rose, tout le monde voit que ça ressemble à un flamant rose. La bague d'un flamant rose, elle est comme ça. C'est très grand, on peut la lire. Et quand on la lit, on regarde sur Internet, il y a un mail où envoyer la bague qu'on a lue, l'endroit où il était, et hop, on reçoit un historique de vie du flamand, de partout où est-ce qu'il est passé. Et il y a votre nom aussi, parce que vous l'avez trouvé à tel endroit, à tel moment. Ah, c'est super. C'est comme ça, en fait. On fait du bagage, mais c'est grâce à vous, c'est grâce à tout le monde qu'on a la donnée. Parce que nous, on ne peut pas être partout. Ouais, c'est magnifique, magnifique. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de protéger le littoral? Ah, racontez-nous pourquoi vous avez cette passion. Moi, je suis né sur une île, alors entouré de la mer, donc depuis tout petit, j'ai toujours été sur ce littoral et vu sa beauté. En plus, j'ai eu la chance d'être sur une île en outre-mer, donc particulièrement beau. Donc forcément, ça donne envie de le protéger. C'est ce qu'on dit tout à l'heure, si on y va, si on s'émerveille, on n'a pas d'autre choix, on se dit qu'il faut le protéger. Voilà. Ouais, super. Tatiana, pourquoi? Je suis née en Méditerranée, je suis andalouse, donc là-bas, la bétonisation arrivait très vite. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Et voilà. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Tatiana, comment devient-on garde du littoral? Alors, en s'intéressant ou bien
à une espèce de flore, de faune, à des études d'hydrologie, donc des études de l'eau. On devient garde du littoral en ayant une passion, en voulant l'être, tout simplement. Donc, si vous vous intéressez par, que sais-je, les papillons, faites, étudiez, intéressez-vous par ça, mettez-vous en contact avec des organisations, rendez-vous à un spécialiste, et après, vous allez trouver un travail en tant que garde du littoral. C'est une passion, en fait. Là, je pense que tous les enfants qui nous écoutent vont d'un seul coup tous vouloir devenir... Ils vont juste comprendre qu'avec leur passion, ils peuvent devenir garde du littoral. Alors là, ça va être magique. Super. On continue avec toutes les questions. Avec une jolie question de Villeneuve-sur-Seine. Après la pandémie au Covid, est-ce que l'on a pu constater une réduction des pollutions du littoral? Alors, des pollutions, pas forcément. Par contre, ce qu'on a observé et ce qui a été très, très visible, c'était une réduction de la fréquentation, évidemment, puisque personne n'avait le droit de bouger, en tout cas l'année dernière, et donc il y avait des sites qui normalement sont très fréquentés où il n'y avait plus personne. Et là, on s'est rendu compte que la nature, elle réagit très très vite. Des oiseaux qu'on ne voyait plus sont revenus sur certains endroits, sont venus nicher à des endroits où ils ne venaient pas d'habitude parce qu'ils étaient tranquilles simplement. Et il suffisait quelques semaines de tranquillité pour que tout d'un coup, on entende des oiseaux qu'on n'entendait plus, qu'on les voit. Donc, et ou au contraire des plantes qui se mettaient à pousser à des endroits où il n'y avait plus rien. Donc la nature, elle a réagi très très vite. Donc c'est plutôt, plus que l'effet de la diminution des pollutions, c'est la diminution de la fréquentation qui a eu un effet qu'on a pu effectivement voir très rapidement. Et d'ailleurs, on s'est dit, bon, bah là, on ne l'avait pas choisi, ça nous est tombé dessus, le Covid-19. Mais on s'est dit, mais par contre, vu que ça a quand même des effets positifs, on va essayer de l'organiser un petit peu les années qui viennent et d'expliquer aux gens, attention, en particulier quand c'est le printemps, au moment où les oiseaux font leur nid, faites très attention, il y a des endroits où on va vous demander de ne pas trop aller parce que c'est le moment sensible et ça va donner des très bons résultats si tout le monde respecte un peu les règles du jeu. Voilà, donc... Et essayer de limiter un peu la fréquentation à certains moments pour que les populations, en tout cas animales, enfin peu importe d'ailleurs, puissent avoir un peu plus d'espace finalement. C'est souvent de ça dont on parle. Une autre question, est-ce qu'il y a beaucoup de tortues menacées sur les littoraux? Je dirais que toutes. Je dirais que toutes les tortues qui sont sur les littoraux sont menacées parce que là, on parle surtout des tortues de mer. Mais il y a la cistude d'Europe, donc une petite tortue, j'ai vu passer tout à l'heure, voilà, vous l'avez. Et cette tortue, c'est une petite tortue d'eau douce. Donc si vous la trouvez sur les routes, ne la mettez pas dans l'eau de mer. C'est une tortue d'eau douce, mais qui est sur notre littoral. Toutes les colonies sont le long de la Méditerranée, sur le littoral. Et puis, elle est menacée aussi. Donc voilà, il n'y a pas besoin que ce soit vraiment une tortue de mer. C'est une tortue d'eau douce, elle est menacée. Oui, tout est menacé. Alors, avez-vous déjà trouvé une espèce en voie de disparition près du littoral? C'est l'école Pasteur à Colmar qui nous demande ça. Alors, plusieurs, oui. Ah oui. On parlait du petit lézard vert de la Réunion tout à l'heure, pour prendre cet exemple-là. C'est une espèce en voie de disparition. C'est-à-dire que si on ne fait rien, peut-être que dans 5 ou 10 ans, elle n'existera plus. Voilà. Donc, voilà. Ce n'est pas la seule, hein. Heureusement, ce n'est pas le cas de la plupart, parce que ce serait très inquiétant sinon. Mais oui, bien sûr, il y en a des espèces qui ont besoin d'être à un endroit bien particulier. Il faut faire très, très attention. Là, je peux parler d'une plante qui s'appelle Escorsonera parviiflora. C'est comme un petit pissenlit qui fait un petit pompon. Et bien, quand on la voit, on dit bon, c'est un pissenlit, il y en a partout. Mais en fait, non. Et cette plante, on a trouvé une des plus grandes stations dans un site du Conservatoire du littoral. Donc là, on fait tout le possible pour la protéger et qu'elle aille bien. Parce que sinon, c'est une espèce qui est en voie de disparition parce que son milieu, il est côtier, donc il est littoral et il a besoin de ça. Super, super. Quoi faire si l'on rencontre, alors c'est à Lazare Carnot, quoi faire si l'on rencontre des personnes qui dégradent la biodiversité et le littoral? On va peut-être donner la parole là aux gardes du littoral. Alors, si vous allez leur expliquer le pourquoi il ne faut pas faire ce qu'ils sont en train de faire, je crois qu'ils ne pourront pas vous refuser le fait que vous avez raison. Donc c'est ce que j'essaye de faire avant de mettre des PV, parce que je peux mettre des PV, je peux amener les gens au tribunal, mais ce n'est pas comme ça qu'on arrange les choses. C'est en leur expliquant pourquoi cette plante, elle va mieux si elle est là que dans un pot de fleurs à la maison. Voilà. Pourquoi il ne faut pas garer la voiture sur la dune. Voilà. Ce type de choses, on peut
plus vite arriver aux gens, donc leur faire comprendre quand on explique, quand on leur montre l'importance, où est-ce que ça arrive. Super, super. Est-ce qu'il y a la possibilité de nettoyer les océans? Un petit peu, c'est très très difficile. Il y a pas mal de programmes qui essayent de se mettre en place pour récupérer en particulier le plastique qui est dans les océans, parce que qui est une vraie calamité. Il y a des continents de plastique qui flottent, plus grand que la France, qui flottent sur les océans. Donc il y a en ce moment des bateaux qui commencent à aller aspirer un peu ce plastique, le broyer en petits morceaux, le fondre, pour essayer de le recycler. Mais c'est des programmes qui sont compliqués, qui coûtent très cher, et on ne nettoie pas tout, parce qu'il y a beaucoup de tout petits morceaux de plastique qui se sont déjà dégradés, tombent au fond des océans, sont mangés par les poissons, par les oiseaux ensuite, etc. Donc on est loin de pouvoir nettoyer complètement les océans. Donc la meilleure chose à faire, évidemment, c'est d'éviter que ces déchets arrivent et que ces plastiques arrivent jusqu'aux océans. Et il vient de la Terre, donc c'est là qu'il faut agir. Bien entendu, bien entendu. Une jolie question aussi, un peu comme pour celle des algues. Que se passerait-il s'il n'y avait plus de corail? Alors là, je vais peut-être laisser répondre les dom-toms. Alors, ce sera effectivement un peu comme pour les algues, c'est-à-dire que le corail protège les côtes aussi de manière très efficace. Quand il y a une grosse vague, ça freine la vague et donc ça protège ce qui est derrière. Donc s'il n'y avait plus de corail, les côtes qui sont derrière, les plages qui sont derrière disparaîtraient très rapidement. Et puis le corail, il y aurait évidemment beaucoup moins de poissons. Dans les barrières de corail, c'est vraiment une des zones les plus riches au monde en termes de biodiversité, donc de poissons en particulier. Donc si on enlève le corail, on perd tout ça. Et puis on perdra encore plus vite la plage parce que c'est les coraux qui forment la plage. Les poissons qui viennent brouter les coraux, ils le cassent en petits morceaux, et c'est ces petits morceaux de corail qui vont venir après fabriquer la plage. Donc on perdrait les plages très très vite, et du coup toutes les maisons qui sont à l'arrière seraient beaucoup plus exposées aux vagues. On perdrait énormément de poissons, et puis on perdrait aussi énormément de touristes qui viennent pour voir ces barrières de corail, qui viennent pour voir tous ces poissons multicolores. Donc on perdrait les territoires qui sont concernés, perdraient énormément si on perdait les barrières de corail. Oui, bien sûr. Alors, on va avancer un tout petit peu avant de reprendre des questions, parce que je les vois arriver. J'ai peur, je ne pense pas qu'on arrivera à répondre à tout, mais on va faire le maximum. On va parler un petit peu des actions qui sont mises en place par le Conservatoire du littoral pour le protéger. Et je vais vous laisser commenter les photos. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est le même site. La photo du haut, c'est il y a quelques années, et la photo en bas, c'est aujourd'hui. Alors, je vais vous laisser commenter ces photos. Alain, tu peux nous raconter ce qui s'est passé à Belle-Île-en-Mer, par exemple? Alors, sur plusieurs photos qu'on va voir, on a souvent des sites qui ont été un peu abîmés, dégradés par une grosse fréquentation. Alors souvent parce qu'il y avait déjà des voitures qui allaient un petit peu partout sur le site, et puis même des promeneurs à pied qui piétinaient aussi le site un petit peu partout, qui arrachaient la végétation. Donc souvent sur ces sites qui ont été dégradés, on est intervenu pour déplacer des routes, déplacer des parkings ou les supprimer complètement parfois, et puis créer des chemins pour que les gens passent tous au même endroit et évitent d'aller un peu partout. Donc là ici on voit que sur la photo d'en haut, les voitures arrivaient jusqu'en haut, tout au bord de la plage à l'origine, et que maintenant le parking a été reculé, il n'y a plus qu'un seul chemin, et que la végétation a pu repousser, la dune a pu se reformer naturellement. Oui, c'est ça, elle se revégétalise tout de suite. Voilà. Même chose sur l'anse de Kerguelen, ouais. Avec des zones de caravanes qui venaient vraiment, on voit les roues dans l'eau quasiment, qui piétinaient tout. Une fois qu'on les a reculés, là le camping s'est installé plus à l'intérieur des terres, et la plage et tout ce qui est derrière respire beaucoup mieux. Et puis ça protège aussi les maisons qui sont derrière, parce qu'on ne se rend pas compte de ça, mais si à un moment, un coup de mer, avec toute cette érosion, il avance tellement vite. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on met des arbres, si on met de la dune, l'eau, elle avancera moins vite. Oui. Donc on se protège nous-mêmes aussi. C'est ça. Même chose à Ploumanac'h. Là, je disais tout à l'heure, rester sur les chemins. Voilà, oui. C'est important, si on va dans tous les sens, on érode la végétation s'en va, on érode le site, alors que là, on a quelque chose de beaucoup plus discret. Ça n'empêche pas d'en profiter, mais sans l'abîmer. Alors ici, c'est un site célèbre, Pointe du Raz, c'est la partie la plus à l'ouest de la France. Il y avait cet immense parking qui fait un peu penser à un parking de supermarché, et puis des grands bâtiments qui n'étaient pas très beaux dans le paysage.
Donc tout ça a été reculé, donc les gens marchent un peu plus pour arriver et profiter du spectacle, mais du coup sur un site qui est maintenant beaucoup plus agréable à regarder, beaucoup plus préservé. Et puis une végétation qui est revenue s'installer, qui protège repoussé. tout, quoi. Oui. Dès qu'on lui donne la chance, la végétation et la nature... elles reprennent le dessus. Quelques années, des fois en quelques mois, on voit un site qui change complètement de visage. Oui. Ce que l'on voit sur le Tertre Corlieu, bien sûr, aussi. Et puis on va avancer dans les photos. Et puis, voilà, même chose là. C'est une évidence. Hein. Des fois, d'autres actions pour aider les sites à se remettre en bon état, en dehors de travailler sur les parkings et les chemins, c'est de travailler sur l'eau. Beaucoup de sites sont liés à de l'eau, il y a des marais, des marécages, etc. Et puis souvent, l'homme a voulu bloquer ou changer la manière dont l'eau circulait. Donc là, ici, à Montagne-sur-Gironde, on a laissé la mer rentrer à nouveau sur une île où elle était auparavant un peu bloquée. Voilà. Et là, on voit que très rapidement, du coup, le paysage change complètement. Dès que l'eau peut revenir, ce qui était des champs se transforme en marécage. Sur cette photo, qu'est-ce qui s'est passé alors ? Alors, cette photo, c'est dans l'Hérault, au sud de la France. On avait une route très fréquentée par les touristes et la route qui est passée complètement sur le bord de la plage a été reculée pour permettre à la dune de se reformer et de se réparer. Voilà, super. Et puis sur une dernière, alors oui, là ça c'est intéressant. Alors c'est à Saint-Martin, alors malheureusement il n'y a pas la photo encore avant, ici c'est un endroit où il y avait un restaurant jusqu'il y a 4 ans. Et il y a 4 ans il y a eu un gros cyclone à Saint-Martin qui est passé, qui s'appelait Irma, et qui a complètement détruit le restaurant. Et pour protéger le restaurant, les propriétaires du restaurant avaient mis des cailloux en pensant que ça allait les protéger de la houle, de la mer. On voit sur la photo que ça n'a pas bien marché, le restaurant il a été complètement démoli, il est resté que les toilettes, là, le petit bâtiment jaune. Et puis ces cailloux qui servaient à pas grand-chose et qui en fait ont plutôt accéléré le départ du sable et de la plage, on les a enlevés l'année dernière et maintenant la plage, on le voit, se reconstitue, se reforme. Ouais, comme quoi, parfois les digues, etc., c'est pas du tout la bonne solution. Voilà. Ça peut protéger un endroit et accélérer les dégâts juste à côté. Ouais, c'est ça. Et sur la dernière image, enfin une des dernières en tout cas. Là, on est dans l'estuaire de la Gironde, près de Bordeaux, sur l'île Nouvelle, et on a laissé l'eau revenir à l'intérieur d'une île et qu'on transformait en marécage, ce qui était auparavant des cultures de maïs. Donc évidemment, de culture de maïs, il y a du maïs et puis à peu près rien d'autre. Alors qu'à droite, donc il y a une espèce sur la photo de gauche, et quelques années plus tard, on en a des centaines d'espèces qui sont revenues. C'est ça. Alors on va vous projeter un petit film qui montre aussi une des actions du conservatoire pour réussir à redonner de la place à la nature. Bon, écoutez, je pense que vous avez vraiment vu des exemples qui sont totalement mis en œuvre pour protéger le littoral, pour refaire de la place à la nature. Alors, on va prendre plein de questions parce que là, on m'annonce qu'il y en a juste 400 qui sont en train d'attendre. Donc, on va faire un grand tunnel de questions le plus vite possible. Alors, une jolie question de Montauville. Est-ce que si le littoral disparaît, il pourra se reformer ? Le littoral se réformera toujours. Parce qu'on est entouré d'eau.
Donc que ce soit la Méditerranée, l'océan, on est entouré d'eau. Le littoral il se reformera toujours, mais on aura perdu tellement de biodiversité que c'est ça qui est dommage. Voilà, donc voilà, si le littoral se reforme, néanmoins, c'est pas la bonne. On aura un littoral beaucoup plus pauvre. C'est ça. Donc il faut le protéger maintenant pour lui conserver sa biodiversité. Super. Quel est le littoral français qui s'est le plus transformé au cours du temps? C'est difficile à dire, mais je pense que le littoral sur la Côte d'Azur en particulier, en tout cas celui qui a été le plus construit au cours des dernières dizaines d'années. Voilà. Super. Quel est le plus grand littoral de France et combien mesure-t-il? Alors, ouh là là, les questions sont difficiles. C'est très difficile parce qu'on ne sait pas vraiment mesurer la longueur d'un littoral. Parce que plus on regarde près, plus on contourne chaque caillou, plus ça donne une longueur. Déjà, c'est très difficile de mesurer le littoral. Et le plus grand littoral de France, c'est difficile de dire. Mais c'est quand même la région de Bretagne, parce qu'elle est très découpée, qui a un littoral avec très long, beaucoup de criques et d'anses et de pointes. Donc je dirais que c'est la Bretagne qui a le record. Voilà. Bon, allez, on va dire ça. Combien de temps pour que les paysages changent à ce point? L'école de Saint-Cyr qui nous pose cette question-là. Alors, pour qu'ils aillent à mieux, pour que les paysages, pour réhabiliter un paysage, comme on a vu sur les photos, il faut 4 ans. Des fois, il faut 1 an. Il suffit d'enlever ce qui gêne dans le paysage, c'est ce qui gêne à la biodiversité. Et comment ça s'est passé avec le Covid? Directement, la nature répond. La nature est là pour répondre, elle nous attend. Donc, ça peut aller très vite. Ah, super, ça c'est un message espoir. Pourquoi y a-t-il des plages artificielles et quelles sont les conséquences? Il y a des plages artificielles souvent parce qu'il y a des hôtels à proximité et que les hôtels aiment bien avoir la plage devant l'hôtel. Et une des conséquences, c'est que pour faire une plage artificielle, il faut du sable et que le sable, il a fallu aller le prendre ailleurs. Donc le sable qu'on a mis là, il manque là où on l'a enlevé. Ça, c'est la première conséquence. Et puis l'autre chose, c'est s'il n'y avait pas forcément de sable à cet endroit-là, il aura du mal à rester. La nature va avoir tendance à vouloir l'enlever et on va en remettre et ça ne s'arrêtera jamais. Ouais, super. Est-ce que vous rencontrez des gens qui vous proposent de l'aide? Alors oui, mais on aimerait rencontrer beaucoup plus. Ça, c'est un appel. Voilà, ça c'est lancé, comme ça. Voilà, c'est à bon entendeur, salut. Avez-vous vu le nombre de déchets augmenter depuis que vous exercez votre métier? Je ne pourrais pas dire augmenter, mais il est resté constant. Et c'est ça le problème. C'est qu'on devrait avoir une tendance vers la diminution, et il est quand même resté constant. Donc c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les déchets qu'on trouve sur le littoral, ce n'est pas seulement les déchets que les promeneurs ont abandonnés quand ils sont venus. Les déchets, la plus grande partie d'ailleurs, arrivent par la mer et ils viennent du monde entier. Quelqu'un qui jette un déchet en Amérique, ça va descendre une rivière, arriver à la mer, traverser l'Amérique et se retrouver sur la plage en France quelques mois plus tard. Donc, et malheureusement, dans le monde entier, les gens continuent à acheter des déchets. Donc, il ne suffit pas d'être propre à cet endroit-là. Il faut être propre partout dans le monde si on veut que le littoral soit propre. Une prise de conscience mondiale, ouais. Est-ce que c'est bien d'enlever les algues? Ouh, très belle question. Est-ce que c'est bien d'enlever les algues mortes sur la plage? Alors, comme on dit tout à l'heure, il y a des phénomènes où il y a trop d'algues qui arrivent à la plage. Ça s'appelle une eutrophisation de l'eau. Et ça arrive parce qu'il y a des fois, l'eau elle est trop riche. Donc, des fois, c'est les polluants qui amènent ça, en fait. Donc, ça va créer plein d'algues. Elles vont bien trouver de la nourriture. Et hop, 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 ça va pousser. Et ça va venir à la plage. Donc, ça va créer des problèmes sur la plage. Après, quand on va à la plage et on voit des algues autour de nous quand on se baigne, par exemple en Méditerranée, ça arrive souvent, c'est parce qu'il y a eu un petit coup de mer, ça a été arraché du fond, ce n'est pas un problème, il n'y a pas forcément besoin de les enlever. C'est la laisse de mer. La laisse de mer est naturelle. Ce n'est pas un déchet. Voilà. Et il faut les garder. Il y a beaucoup d'animaux qui vivent là-dedans, dans ces petites algues qui traînent sur la plage, des petits bouts de bois qui traînent sur la plage. Il ne faut surtout pas les enlever. On les laisse. Avant, on voulait des plages toutes propres où il n'y avait que du sable. Et ça, c'est des plages mortes. Quoi. Les plages vivantes, c'est normal. Il y a des algues, il y a des bouts de bois, il y a tout ça. Et effectivement, quand c'est une explosion d'algues, en général, c'est le signe que
le site est malade, il y a une pollution quelque part qui a entraîné cette explosion des algues. Oui, et là, il vaut de mieux avec essayer des de comprendre pourquoi il y a eu cette explosion et d'où vient la pollution et traiter ça, que de vouloir traiter la conséquence qui est l'explosion des algues. En revanche, la plage bien propre, nickel, ça... oui. Alors, une plage où on a passé le râteau, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas la plage. Si vous enlevez pas un petit morceau de bois ou quelques algues pour mettre votre serviette, n'allez pas vous baigner là-bas. Les vagues peuvent-elles emporter les maisons? Pourquoi ont-ils le droit de construire? C'est compliqué ça. Ça, c'est une bonne question. Une belle question. Alors, hein. les vagues peuvent-elles emporter les maisons? Oui, malheureusement, il y en a chaque année des maisons qui sont emportées par des vagues ou qui sont en haut d'une dune qui tombe, ça arrive. Pourquoi ont-ils le droit de construire? Ils n'ont pas toujours le droit de construire, puisque maintenant on connaît de mieux en mieux, on est capable de mieux en mieux de prévoir les zones où il y a des risques, et dans ces zones-là, on n'a plus le droit de construire. Mais il y a des maisons qui ont été construites il y a plus longtemps, donc les gens habitent là, et c'est difficile de faire déplacer des gens quand il faudra déjà leur retrouver une autre maison, ça coûte très cher, etc. Donc il y a une partie où les gens vont essayer de se protéger, et puis surtout, effectivement, on essaye d'éviter d'en construire des nouvelles dans ces zones-là. C'est ça. Que se passerait-il si le littoral disparaissait? Je ne vois pas comment le littoral pourrait disparaître dans sa totalité, mais c'est ce qui se passerait déjà, c'est que tous ces gens qui habitent dans ce littoral, ils devraient trouver un nouvel endroit où y habiter. Et on parle des humains, mais on parle aussi des animaux. On parle de la destruction des plantes, parce que malheureusement, elles ne peuvent pas se déplacer. Donc, pour moi, c'est une catastrophe naturelle à un degré très haut. Une belle question de l'école de la Burlière, ou la Burlière. Si on veut aider le littoral à se reformer, est-ce qu'on peut agir directement comme planter des arbres ou des plantes, réintroduire des animaux, etc. Alors, parfois, mais le plus souvent, il n'y en a pas besoin. Le plus souvent, il faut comprendre pourquoi ils n'y sont plus. Et une fois qu'on a compris pourquoi ils n'y sont plus, qu'on fait cesser la cause, ils reviennent assez bien tout seuls la plupart du temps. Il y a rarement vraiment besoin de planter, de ramener. La nature se débrouille assez bien toute seule, mais il faut lui laisser la possibilité. S'il y a une espèce de plante qui pousse que dans l'eau et qu'elle n'est plus là, c'est parce qu'il n'y a plus assez d'eau. Donc, c'est parce qu'on a bloqué l'arrivée de l'eau. Alors, on ramène de l'eau et la plante va se débrouiller assez bien toute seule. Donc, c'est vraiment votre message, c'est comprendre comment ça fonctionne. Voilà, parce que ça coûte cher de planter, de ramener, etc. Et bien souvent, la nature le fait gratuitement si on la laisse faire. On cherche plutôt à justement comprendre le pourquoi ils ne sont pas là, les populations des plantes ou des animaux, et essayer de faire quelque chose de bénéfique pour eux, qu'à les amener d'ailleurs, qui peuvent venir avec des maladies, avec des sémis introduits, parce que là, ça ne se voit pas, mais on a des sémis partout. Donc, on peut amener un sémi d'une plante qui est exotique, qui est envahissante, qui finalement, ça va nous polluer notre espace. Donc, on préfère leur donner la chance de venir là où ils doivent y être que de les amener nous. Oui, ça, c'est une belle leçon. Une petite question, je ne vois pas bien d'où, mais ce n'est pas grave. Pourquoi y a-t-il des plages de galets ? Quand il y a des roches qui sont roulées par la mer, ça dépend évidemment des types de roches. Il y en a qui se cassent en tout petits morceaux qui font du sable, et puis il y en a, c'est comme si on passait du papier de verre pour les poncer, et en se frottant les unes contre les autres, elles forment ces galets. D'accord, ça super. Ça dépend du type de roche. Super. Peut-on avoir une intervention en classe pour nous informer et sensibiliser à la protection de notre littoral et à qui faire cette demande? Déjà, vous avez une belle sensibilisation à la protection du littoral, ça c'est clair. Mais est-ce que c'est possible? Normalement, ça marche. Donc, les écoles vont faire, ou les instituts vont faire appel aux gardes du littoral ou aux gestionnaires de littoral le plus près. Donc, ça dépend où est-ce qu'on est situé. Et sinon, ils envoient une demande aussi au conservatoire du littoral et eux, ils vont leur dire où est-ce qu'il faut aller, qui est le plus près. Et normalement, on ne fait pas ça en classe. Normalement, c'est qu'on fait une première fois, on peut aller à la classe, on peut travailler sur un thème et on veut qu'ils viennent en fait. On veut leur montrer. On veut vous montrer, parce que c'est comme ça qu'on se rencontre. C'est en vous montrant tout ce qu'on a autour qu'on peut vraiment vous expliquer. Ça va tellement plus vite. Ah oui, c'est ça. Donc, moralité, il va falloir voyager.
C'est bien comme programme. J'avais une question de Fort Marron. Combien de tonnes de déchets sont jetés dans la mer chaque année en France? Beaucoup trop. Oui, moi j'ai lu des chiffres quand c'était des équivalents de 1 camion poubelle toutes les secondes qui étaient déversées dans l'océan, partout dans le monde. On ne va pas forcément le mettre directement dans l'océan, hein, oui, c'est pas ça, c'est une image. Mais voilà, on le jette quelque part par terre dans la rue, blouf, ça va couler jusqu'au caniveau, dans la rivière, et ça va finir à la fin, tout arrive dans la mer au bout du compte. Ça, c'est les équivalents dont j'ai entendu parler. Oui. Un camion poubelle, l'équivalent d'un camion poubelle qui se déverserait par seconde dans tous les océans. Quels autres métiers? Alors ça, c'est Vilaine-sur-Seine. Oui. C'est l'école de ton fils? Absolument. Bonjour au fils. Un petit bonjour. Quels autres métiers que celui de garde littoral peuvent avoir une action sur le littoral? Alors il y a beaucoup d'associations sur le littoral qui vont, par exemple, tous ceux qui vont protéger la flore. Il y en a des gens qui vont justement protéger une espèce d'oiseau parce que dans leur littoral est lié et qu'ils ont créé une association. Il y a des associations qui se forment pour protéger un nid de tortue parce que cette année-là, il y a un nid de tortue, il faut le protéger jour et nuit et qu'on y tient. Donc en fait, il y a beaucoup d'agents sur le littoral. Il n'y a pas seulement les gardes du littoral, et heureusement, parce que le littoral est grand et on n'est pas tant que ça. Donc oui, on peut trouver beaucoup de gens qui travaillent, les éco-gardes. Souvent, il y a des éco-gardes, donc c'est des personnes saisonnières qui vont venir travailler sur le littoral au moment où il y a le plus besoin de sensibiliser les gens. Ils ne vont pas venir en plein hiver, ils vont venir en été. Donc voilà. Donc en fait, il faut bien se renseigner sur toutes les associations. Il y a des scientifiques qui observent, qui étudient le littoral, les plantes, mais qui étudient aussi comment ils bougent, pour qu'on comprenne ces choses-là, parce que des fois c'est compliqué de comprendre ce qui se passe sur le littoral. Il y a des scientifiques. Il y a aussi les gens qui construisent des villes, tout simplement. Les gens parce que les villes ne se construisent pas n'importe comment, c'est prévu un peu à l'avance. Et s'ils ont en tête de protéger le littoral, ils vont prévoir, quand ils vont construire la ville, de laisser des zones suffisamment larges derrière le littoral sans construction. Et ces gens-là, effectivement, c'est peut-être les premiers à qui il faut expliquer la beauté du littoral. Donc c'est aussi des métiers qui peuvent participer à la protection du littoral. Bien sûr, super. L'école Pasteur à Colmar qui nous demande, alors on a deux questions, d'où viennent les coquillages et puis en Grèce, pourquoi la mer est rouge? Ça, c'est Prévert Bouffré qui demande. Alors, d'où viennent les coquillages? Alors, les coquillages viennent de la mer. Ouais. Donc, tout simplement, en fait, ils se reproduisent dans la mer. Et nous, ce qu'on voit arriver, c'est les coquillages vides. Mais sinon, dedans, il y a toujours un animal qui a vécu là-dedans. Super. Donc voilà, ça vient de la mer. Et pourquoi la mer est rouge? En fait, c'est un phénomène naturel. Donc, de salinité, d'algues et de densité d'animaux microscopiques et d'algues microscopiques aussi. Qui donne cette couleur. Super. Est-ce que vous observez les naissances des petites tortues? Le rêve de tout un chacun. Oui, alors en Outre-mer, en tout cas, on a cette chance-là, effectivement, sur beaucoup de terrains du Conservatoire du littoral, d'avoir des sites où les tortues viennent pondre, en particulier à Mayotte, là, qu'on voit sur l'image, où on a des petites tortues qui viennent pondre un peu toute l'année. Alors évidemment, elles sont très fragiles sur ces sites-là, donc il faut que la végétation leur permette de venir pondre, et puis ensuite, une fois qu'elles éclosent, vous savez, la plupart risquent de se faire manger par des oiseaux. Quand elles arrivent dans l'eau, elles sont encore de nouveau la proie de pas mal de poissons, et après elles vont entamer un périple qui vont les emmener des fois à l'autre bout de l'océan à plusieurs milliers de kilomètres avant de revenir pondre bien plus tard sur la même plage. Donc elles ont une vie mouvementée, et c'est pour ça que si quand elles viennent pondre, elles ne sont pas protégées, alors là ça va vraiment devenir très très compliqué pour elles. Oui, ça va, disparition d'espèces très rapide. On a plusieurs espèces de tortues qui viennent pondre, effectivement. Alors une question, est-ce qu'il y a des espèces marines dangereuses pour le littoral? Alors, des espèces, j'imagine qu'on parle de la faune. Oui. Donc, aucune espèce animale qui ne soit pas introduite est dangereuse. Parce qu'elle est dans son rôle, elle est dans son habitat, elle est dans son écosystème. Un écosystème est formé par un monde entier d'animal, végétal, l'eau. En fait, si on enlève quelque chose, c'est jamais bénéfique. Donc, si ils sont là, c'est parce qu'ils doivent y être.
Oui, et qui sont dans un équilibre, en fait. C'est ça. C'est ça, bien entendu. Pourquoi il y a plus ou moins de sel dans la mer et quels sont les risques de la récupération du sel pour notre consommation personnelle? Alors, pourquoi il y a plus ou moins du sel dans la mer? Ça peut s'expliquer d'une façon très, très rapide. Tout à l'heure, on a parlé de la mer Méditerranée. Pourquoi elle est plus chaude? Parce que c'est en fait tout simplement parce qu'il faut imaginer la mer Méditerranée comme un petit verre et les océans comme des piscines. Voilà. Donc, pourquoi il y a plus de sel? C'est parce que quand l'eau elle s'évapore, le sel il reste. Donc il y a plus de sel. Quand le sel il reste, l'eau elle est plus dense, ça va descendre, ça va faire des courants aussi. Donc dans la mer Méditerranée, on va avoir des courants différents que dans les océans. Super. Voilà. Alors, on va prendre encore une petite question. Le littoral change-t-il en fonction des saisons? Alors, ça dépend des endroits, mais il y a des endroits absolument, oui, ça bouge. Il y a des courants, Tania vient de le dire, et des fois, sur certains sites, le courant, selon les saisons, il ne pousse pas dans le même sens. Donc, il y a une partie de l'année, on va pousser le sable d'un côté, une partie de l'année, il pousse le sable de l'autre côté. Et donc, si on regarde ça en accéléré, on voit effectivement le littoral qui bouge chaque année d'un côté ou de l'autre. Super. Alors, on va avancer un tout petit peu avant de prendre de nouvelles questions. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la situation sur le littoral. Il se passe des choses avec le réchauffement climatique. On va regarder quelques photos pour voir un petit peu ce qui se passe, que vous allez commenter. On voit la première. Donc, que se passe-t-il? Là, c'est l'érosion, en fait. C'est de l'érosion. L'érosion dunaire, donc, comme on parlait de la force des vagues, justement, et des marées. Donc ça a érodé petit à petit et sur une construction qui, à mon avis, ne devrait pas être là parce que justement, il y avait ce risque-là. Ouais, donc là, on voit clairement que la dune, elle a reculé parce que ça, c'était quand même un train qui arrivait là. Ouais, et là, le rail, il est maintenant dans le vide. On va avancer dans les photos. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. On a eu une grosse vague, une grosse tempête qui est venue lécher les bâtiments ou voir rentrer au rez-de-chaussée des bâtiments qui avaient été mis juste en haut de la plage. Voilà, là, on le voit quand les vagues passent, ça peut passer de l'autre côté, ça peut faire beaucoup de dégâts aux bâtiments, ça peut éventuellement faire des dégâts ou tuer des personnes qui sont à l'intérieur s'ils ne sont pas partis à temps. Ça veut dire que depuis ce réchauffement, cet emballement climatique, on a des phénomènes d'érosion. Et que se passe-t-il avec... On a toujours eu, en fait. Ça a toujours existé, les tempêtes et l'érosion, mais ce qui se passe avec le réchauffement climatique, c'est d'abord que la mer commence à monter tout doucement, mais sûrement, et puis que les tempêtes sont plus fréquentes ou plus fortes aussi. Elles vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes. Donc des phénomènes qui existaient déjà vont s'amplifier. Oui, ouais. Donc si on regarde d'autres photos là-dessus, ça c'était pendant une des dernières tempêtes. Oui. Hein. Ouais. Voilà. Donc l'eau va avoir tendance à rentrer à l'intérieur des terres, elle va passer les barrages qu'on avait pu mettre pour l'empêcher, ça peut bloquer des petites vagues, mais quand les vagues sont trop grosses ou trop fortes, ça passe par-dessus ou carrément ça casse la digue, ça casse ou ça brèche la dune et ça permet l'eau va rentrer très loin à l'intérieur des terres. Oui, alors on va voir sur les photos suivantes justement, encore un phénomène d'érosion là, avec, typiquement, maison construite sur la dune très très près, hop, un grand coup de mer, une grosse vague, paf. Il ne faut pas essayer de jouer contre la nature. Ouais. C'est constant et puis c'est surprenant la force. Voilà, sur une photo comme ça, la dune, elle a bougé, elle a reculé. C'est normal, c'est son métier de dune de bouger. Il y a le vent qui la pousse, la mer qui la pousse. Elle va peut-être se reformer dans quelques mois, peut-être que la dune sera revenue. Mais la maison qui est tombée, qui est cassée, elle ne va pas se reconstruire toute seule. Donc la nature, elle se débrouille, mais c'est plutôt nos constructions qu'on est venu mettre un peu trop près qui posent problème. Super. Alors là, que s'est-il passé? Une grosse vague et la dune, effectivement, n'a pas tenu et la mer rentre à l'intérieur, va rentrer à l'intérieur des terres, s'engouffrer. Donc, alors si derrière c'est juste des marécages, des prés, ça va. S'il y a des habitations, s'il y a des constructions trop proches, c'est là qu'on va avoir on risque d'avoir des problèmes. Mais comme tu disais, quand on laisse la nature faire, il n'y a pas de souci. Si forcément on a construit une maison dessus ou trop près, c'est là que ça pose des problèmes. Oui. Voir cette photo comme ça, moi je dirais, elle est complètement naturelle. Oui. C'est normal. Que la mer rentre sur un coup de mer, c'est normal. C'est ce qui n'est pas normal, c'est que la mer rentre et du coup, il se retrouve avec une maison et ça met les gens en danger. Donc, pourquoi on protège ce littoral? C'est aussi pour sécuriser notre type de vie et notre vie.
Ouais, super. Bah, voilà, un autre exemple de brèche qui s'est formée lors d'un coup de mer. Oui, tout à fait. Super. Ok, on va prendre. Là, c'est. Encore un exemple effectivement de l'érosion. On voit un bunker, ça avait été installé pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine 80 ans. Là où on voit ce gros bloc de béton, la terre arrivait jusque-là, et c'était là le haut de la plage. Donc on voit qu'il a reculé de plusieurs dizaines de mètres en 80 ans. Voilà. Et ça, avec le réchauffement climatique, c'est des phénomènes qui vont plutôt s'accélérer. Super. Donc là, je crois que vous avez vraiment compris à quel point le littoral était particulier. C'était cette zone qui bougeait beaucoup et que les phénomènes aujourd'hui sont de plus en plus importants. Alors, on va reprendre des questions. Est-ce qu'on parle de littoral aussi pour des rivières ou des lacs? Oui, bien sûr. Alors pour les rivières, en particulier quand on est proche de la mer, on appelle les estuaires. Quand on a vu tout à l'heure une photo dans l'estuaire de la Gironde. Et puis effectivement le littoral des lacs. D'ailleurs le Conservatoire du littoral, il achète des terrains sur le littoral près de la mer, mais il achète aussi des terrains sur le littoral des lacs, en tout cas des grands lacs. Oui, on en a vu au tout début, super. Une question, les poissons pondent-ils là où la mer peut se retirer? Alors, les poissons vont pondre là, normalement, où il y a des algues, parce que c'est vraiment là où il y a l'écosystème nécessaire, où il y a suffisamment de tranquillité niveau prédateur et niveau, comme on a dit, ce mouvement constant des marées. Et si les algues se trouvent à des endroits où la marée, elle descend d'une façon forte d'un coup, ils vont pondre là parce que c'est l'endroit où ils avaient, mais sinon, ils vont surtout pondre là où il y a l'eau constante. Parce qu'en fait, c'est par des habitudes. En fait, tous les animaux prennent des habitudes pour assurer leur descendance. Super. Pourquoi sur certaines îles, le sable est de couleurs différentes? Alors, les îles volcaniques vont avoir du sable noir parce que c'est de la roche. Et les îles, comme on a dit tout à l'heure... Alors, il y a des îles, des sables, des plages qui se forment à partir du corail, qui vont donner des plages de sable blanc. Voilà. Et puis, on a des mélanges avec du sable gris, on a un peu toutes les couleurs. Ça dépend effectivement de la roche qu'on a au départ qui a formé ce sable. Super, super. Ok, pourquoi la mer n'est pas toujours de la même couleur? Ah, c'est vrai. Moi qui vais souvent en Bretagne, ça prend toutes les couleurs dans la journée. Alors, c'est à cause des marées aussi, donc de ces mouvements, comme on a dit, le littoral est vivant, la mer est vivante, donc de tout ce que ça a bougé dans les derniers jours, en fait, on peut lire le littoral, on peut lire la mer. Donc si on va à la plage, d'un coup, c'est plus trop turquoise, c'est plutôt marron, on peut se dire que la rivière qui est pas loin, elle est en train de rejeter de l'eau douce qui rentre, souvent on voit cette mèche d'eau qui rentre, et aussi que du coup ça a bougé les fonds et ça fait une couleur différente. Si on arrive, on voit des eaux turquoises et grandes, on dit que ça a été calme les derniers jours, donc ça dépend. Ça dépend. Une jolie question de Fort-Mahon, est-ce que les animaux changent de comportement avec le réchauffement climatique? Mais heureusement. Heureusement qu'ils changent de comportement. Ils changent surtout donc, de ses habitudes, comme on disait tout à l'heure, ils vont se adapter. Donc les animaux, ils vont faire comme la nature, ils sont très résilients. Donc ça veut dire que quand il y a une perturbation, quand quelque chose les dérange, hop, ils vont chercher une solution qui va marcher, qui ne va pas marcher, mais quand ça va marcher, ils vont continuer là-dessus. Et heureusement, et d'ailleurs, les animaux qui sont dans le littoral, ils sont habitués au changement naturel du littoral. Donc, par exemple, les colonies d'oiseaux qui vont nicher donc, sur des îlots, ils ne vont pas nicher toujours au même îlot, parce qu'ils ont l'habitude d'échanger au cas où un jour l'îlot n'est plus là. Super. Une autre question, pourquoi il y a de la posidonie dans la mer? Alors la posidonie, il faut peut-être que vous expliquiez ce que c'est. Alors la posidonie, c'est une plante avec une feuille, des racines, une plante comme celle qu'on a à la maison, qu'on a sur Terre, dans Terre, et mais qui pousse sous l'eau. Et où? En profondeur à partir de, on la trouve entre 5 et 25 mètres. Voilà, dans des eaux très turquoises, l'eau laisse passer les rayons du soleil, on peut les trouver plus profondément. Et la posidonie est très importante parce que c'est là
qui vont être la majorité des pontes des poissons. Ah oui. Donc c'est là qu'on va trouver le plus de biodiversité reproductive. Donc ça, c'est super, Voilà. super. Protège le littoral aussi beaucoup, ça fait un rôle de barrière contre la houle. Et puis tous les petits morceaux de posidonie, donc de feuilles qui vont se retrouver sur la plage, elles vont aussi contribuer à former et à conserver la plage qui est juste derrière. Donc un peu comme les barrières de corail tout à l'heure, les posidonies, en particulier en Méditerranée, jouent le même rôle de protection et de fabrication un petit peu de la plage aussi. Super. Alors on va avancer un petit peu. On va avancer un tout petit peu. On n'est pas loin de devoir se quitter. On va vous montrer une petite vidéo. D'abord une première petite vidéo pour vous montrer à quel point le littoral peut être beau et la biodiversité immense quand l'homme lui laisse un petit peu de place, voire beaucoup de place. Voilà, on voulait absolument vous montrer cette petite respiration pour vous rappeler que le littoral, c'est toutes ces espèces absolument magnifiques et que quand on leur laisse de la place, et bien voilà, il y a tellement à voir et tellement à s'émerveiller en fait. Alors, on va prendre quelques dernières petites questions parce qu'on est à 3 minutes de la fin, il faut vraiment, voilà. Est-ce que la pollution urbaine a un impact sur le littoral ? Oui, toute pollution a un impact sur le littoral. Voilà, ça c'est la réponse la plus immédiate. À quoi sert la grande barrière de corail ? À protéger l'Australie d'abord, à protéger même l'ensemble de la planète parce qu'elle protège évidemment des vagues, ce qui est derrière, donc l'Australie, mais elle stocke aussi énormément de carbone. Et donc ça permet de capter une partie de ce que nous on émet tous les jours dans l'atmosphère. On va le retrouver, ce carbone, sous forme de corail. Donc c'est un grand réservoir de carbone qui limite un petit peu le réchauffement climatique sur la Terre. Super. Est-ce que les algues ont des racines ? Alors les algues ont une forme de racine, donc et c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils s'ancrent au sol, mais ce n'est pas par les racines qu'ils vont se nourrir forcément. Ils peuvent se nourrir dans toute sa longueur. D'accord. Une jolie question. Quel est le prédateur le plus important présent sur le littoral ? L'homme. C'est l'homme. C'est nous. C'est nous. Et puis c'est sûr. Aucune espèce sur la Terre a autant d'effets que l'homme sur le littoral, ni sur la nature de manière générale. Voilà. On va terminer cette émission sur ces beaux mots. Il est vraiment l'heure de se quitter. Merci 1000 fois pour toutes les questions que vous avez posées. C'était immense. Je pense qu'on en a raté quelques-unes. On a fait du mieux qu'on pouvait, mais voilà, c'était comme ça. Merci beaucoup à Tatiana.
qui est venu de Camargue aujourd'hui. Merci beaucoup Alain pour toutes vos explications, toute votre patience, le choix des photos, des vidéos. Merci à toute l'équipe technique qui a fait beaucoup autour de nous pour que cette émission existe. Merci à toutes les équipes du Conservatoire du Littoral et un merci particulier et très très chaleureux pour la Fondation Procter & Gamble, sans qui cette émission n'aurait pas pu avoir lieu. On va se terminer en vous projetant un dernier petit film, une dernière petite respiration pour se faire du bien. C'est le bureau de travail de Tatiana. Vous allez voir pourquoi vous allez vite avoir envie de la retrouver. Vous pourrez retrouver toute cette émission sur le site du Conservatoire du Littoral. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite.